Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Le thème de l'intelligence artificielle est un thème qui est très à la mode aujourd'hui. Il fait un énorme buzz, principalement en cette saison où il y a le CES de Las Vegas et où nous essayons chaque année à cette occasion de célébrer un peu mieux la French Tech. Par contre, les opinions sur le sujet de l'intelligence artificielle, de la French Tech et de toutes ces innovations sont extrêmement controversées. Pour certaines personnes, l'intelligence artificielle va nous aider à résoudre absolument tous nos problèmes. Pour d'autres, elle représente probablement le plus grand danger, surtout lorsqu'on considère qu'elle va se substituer à notre prise de décision. Alors, dans le sujet qui nous importe aujourd'hui, mon invité est Yann Gourvenec. Il a une agence de marketing digital qui s'appelle Visionary Marketing. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle et du digital. Et je voudrais qu'il passe un peu de temps avec nous aujourd'hui pour d'abord débroussailler le sujet, parce qu'on dit plein de choses, c'est un mot à la mode, on dit tout et son contraire. Et puis ensuite qu'il essaye de voir avec nous ou avec vous, plus précisément, comment cela va pouvoir impacter ou pas votre recherche d'emploi, votre job futur ou votre job actuel. Yann, bonjour, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous définir, moi j'ai beaucoup de mal, je lis peut-être pas assez la presse, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à définir ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui et ce qu'on entend par ce terme quand on en parle. Oui, c'est une bonne question, c'est même par là que ça devrait commencer. On a aujourd'hui un peu tendance à rencontrer des spécialistes de la technologie qui, dès qu'ils ont construit 2 lignes de code, vous vendent de l'intelligence artificielle parce que c'est à la mode. Et surtout ça dans les startups. Oui, c'est en ce moment, c'est un peu partout. Parce que si on ne dit pas intelligence artificielle, ça veut dire qu'on est dépassé. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est finalement assez ancien. Tout le monde connaît Alan Turing, enfin on devrait, puisqu'il y a eu un fameux film qui a été tourné il y a quelques années, The Imitation Game, avec Cumberbatch, qui racontait l'histoire de Turing à Bletchley Park, qui est l'endroit où il a justement fait le décryptage de la machine Enigma, la machine allemande, qui codait tous les messages. Voilà, et c'est ce qui a permis d'ailleurs, entre autres, d'aider le débarquement en Normandie, à terme, entre autres choses. Voilà, donc ça, c'est l'héritier, ce travail de Turing. C'est l'héritier de ce que faisaient les Polonais dans les années 30, puisque c'est eux qui avaient commencé à créer ces machines. On appelait ça des bombas. En polonais, je ne parle pas très bien polonais, il ne faut pas m'en vouloir. Mais en fait, donc cette discipline de l'intelligence artificielle est quasiment aussi vieille que l'informatique. À l'époque, c'était des machines mécanographiques. Donc ça existe depuis le début de l'informatique. Oh oui, quasiment, oui. Dans les années 50, on a eu Minsky aussi, qui a fait une des premières expériences des simulations de rats dans les labyrinthes. Voilà, dans les labyrinthes, de façon artificielle également dans les 1950. Et puis en 51, toujours le même Turing nous a inventé le fameux test de Turing pour savoir si la machine était, entre guillemets, intelligente ou non, puisque c'est le sujet. Intelligence artificielle, ça doit vouloir dire qu'on reproduit artificiellement quelque chose de naturel. Voilà. Ce qui d'ailleurs sous-entend qu'on sait ce que c'est l'intelligence. Eh bien non. Là, on est en pleine philo. Eh bien non, voilà. Oui, mais c'est un véritable sujet de philosophie. Un véritable sujet de philosophie. Quand j'étais étudiant de philosophie, on m'a appris une chose, c'est que quand on vous pose une question, c'est qu'il faut reposer la question sur la question. Alors, quand on vous dit l'intelligence est artificielle et elle va remplacer l'homme,
moi je pose la question, qu'est-ce que l'intelligence? Et là, on s'aperçoit que finalement, les premières définitions de l'intelligence sont très 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 récentes. C'est Binet, 1905, avec le QI, qui ne donne qu'une toute petite partie de l'intelligence rationnelle. Mais qui laisse complètement tomber l'intelligence émotionnelle. Voilà, qui est ressorti ces dernières années comme étant... Très à la mode aussi. Oui, bien sûr, très à la mode, mais là, pour le coup, justement. Voilà, donc en fait, le test de Turing, c'était justement de savoir si la machine, pour reprendre son papier, entre guillemets, pensait, et qu'en fait, quand il a écrit ce mot sur le papier, il s'est dit, non, je ne peux pas écrire ça, on va dire, est-ce qu'elle est capable d'imiter? Est-ce qu'elle est capable de jouer un jeu d'imitation, un imitation game? Voilà, aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de cette intelligence. Qu'est-ce qui fait que ce soit devenu tellement à la mode et qu'on en parle dans à peu près toutes les disciplines? Alors, donc, comme c'est une vieille discipline, elle a eu le temps d'évoluer. D'ailleurs, moi, j'ai commencé ma carrière chez Unisys avec un système qu'on appelle un système expert. Oui, c'est très à la mode il y a une trentaine d'années, oui. Oui, c'est toujours à la mode parce que ce que vous voyez essentiellement aujourd'hui, ce sont essentiellement des systèmes experts, que ce soit du machine learning ou du deep learning. Mais seulement avec une différence, c'est que les algorithmes deviennent de plus en plus puissants, mais surtout les machines deviennent de plus en plus puissantes. Donc ces technologies peuvent se développer enfin, au bout de tant d'années, parce qu'on a les matériels et puis aussi les conditions qui sont... à l'époque, personne ne faisait d'informatique. Aujourd'hui, ça touche tout le monde. La preuve, c'est un sujet qui passionne tout le monde. Alors, je dirais, pour revenir à la question d'origine, est-ce qu'il faut avoir peur ou est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Moi, je dirais comme dans toute technologie, moi j'ai appelé ça la courbe de digestion des technologies. En fait, ça, on le retrouve partout, c'est comme la courbe du déni, c'est comme la courbe du deuil, c'est comme toute courbe du changement. Voilà, c'est-à-dire que quand une nouveauté arrive, encore une fois, avec toutes les nuances qu'il faut apporter sur cette histoire de nouveauté autour de l'intelligence artificielle, eh bien, vous avez toujours deux camps. Vous avez le camp des négativistes, c'est affreux, c'est horrible, ça va tout tuer sur son passage. Et ce camp-là, il est très vieux. Je me souviens d'un vieux film néerlandais des années 80 qui s'appelait The Lift, qui décrivait un ascenseur qui devenait fou, un ascenseur neuronal. Parce qu'il était trop programmé? Non, parce qu'il, en fait, bien programmé. Il réfléchissait. Il générait du cerveau lui-même. C'était assez marrant, d'ailleurs. C'était graphiquement très réussi. Et puis, vous avez l'autre partie de la population qui, elle, est positiviste. Je les appelle les technolâtres. Ce sont les idolâtres de la technologie. Oui. Ce sont ceux qui croient que ça va résoudre tous les problèmes et que c'est merveilleux et que c'est fantastique. Et je pense que ça, pour toute technologie, en fait... comme pour toute autre discipline, en fait, il faut savoir raison garder, il faut regarder les choses de façon rationnelle. Et aujourd'hui, en fait, se posait la question de savoir si la fameuse singularité, on appelle ça la singularité, c'est-à-dire le moment où la machine va devenir plus puissante que l'être humain d'un point de vue intellectuel, va arriver. Alors Time Magazine nous dit 2045. Je vais vous faire une prédiction, c'est plutôt 2043 en juin, le 20 juin même, exactement. Donc ça c'est la prévision de Yann Gourvenec aujourd'hui sur Fréquence Protestante. Voilà. Et en fait ma prévision, c'est plutôt que vous allez lire un livre qui est celui de Jean-Gabriel Ganassia et qui s'appelle Le mythe de la singularité, qui lui est un véritable expert scientifique de ce domaine. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de tous ces sujets et que, encore une fois, on projette ces peurs, des peurs qui sont finalement, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui ont à voir, et on en parle d'ailleurs largement avec Hervé Cabla dans notre dernier livre, Le Digital expliqué à mon boss, le fait simplement que l'informatique, aujourd'hui, touche tout le monde, tous les métiers, dans donc, toutes les situations. Tous les sujets touchant à l'informatique deviennent des sujets prégnants pour chaque individu. Oui, absolument. Enfin, peut-être, j'allais dire, trouvez-moi un métier dans un secteur où l'informatique n'a pas d'intérêt ou d'usage. Aujourd'hui, j'en connais pas. Mais on a cherché beaucoup avec Hervé, on a fait des pages et des pages et des pages, mais en fait, on n'a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Et c'est simplement une question de maturité aussi. Et l'informatique, ce n'est pas quelque chose non plus de nouveau. Les premiers ordinateurs, c'est la fin des années 40. Les premiers ordinateurs à transistor un peu plus tard. Mais bon, c'est sur des choses qui arrivent à maturité. Mais
Voilà, l'informatique de tout temps, elle a été faite pour ça, elle a été faite pour automatiser, tout comme Turing a automatisé avec sa machine mécanographique le décodage de tout un nombre de combinaisons, donc c'est un travail mathématique. Bien sûr. Eh bien, de la même façon, les ordinateurs sont capables de calculer beaucoup plus vite qu'un homme, donc de faire aussi des tâches répétitives beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et c'est pas nouveau, parce que... Donc, ce qui le rend accessible, ça serait la digitalisation qui fait que ça nous touche tous. Oui, je pense que c'est pour ça on fantasme sur l'IA, parce que... Énormément oui, depuis une dizaine d'années, oui. Oui, bien sûr, parce qu'on fantasme, parce que forcément, à partir du moment où on sent qu'il y a... D'ailleurs, le nom de votre émission est intéressant, une transition en cours, une transformation, qui n'est pas forcément une transformation digitale, c'est une transformation managériale, tout bêtement. C'est l'aboutissement de 30, 40 ans de travail d'informaticien, et j'y ai un peu participé. Eh bien, forcément, toutes les tâches qui sont répétitives vont avoir tendance à disparaître. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qu'on sent venir depuis longtemps. Seulement, comme dans tout processus technologique, enfin... tout moins ceux que je connais, parce que peut-être au 19e siècle, paradoxalement, ça allait plus vite, je pense, au moment des grandes mutations technologiques. Aujourd'hui, ces technologies mettent un certain temps mais on a l'impression que ça va vite. Oui, on nous dit que tous les ans, ça double ou ça... c'est surtout les journaux qui vont vite, mais sur le terrain... C'est beaucoup plus lent. La mise en place des systèmes d'information, on le sait, c'est lent. La dématérialisation, c'est des sujets qui sont très lents. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des informaticiens travaillent sur ces sujets-là. Et j'ai encore eu une présentation dans mon master il n'y a pas très longtemps par le patron de Tessie, qui est une boîte qui est spécialisée là-dedans. Et on parlait justement des freins principaux à la dématérialisation. Ce sont des freins humains. Ce sont des freins, psychologiques et des freins dus à la conduite du changement, ou plutôt à la non-conduite du changement. Donc si on prend par exemple un métier comme celui de la comptabilité, voilà. Je dis comptabilité, je ne dis pas la finance. Oui, tout à fait. Bon, mon père, qui est plutôt jeune, a fait ce genre d'automatisation, mis en place ce genre d'automatisation dans son petit environnement à lui, dans son usine, enfin ses usines, là où il travaillait, dans les années 80, 81 ou 82. Voilà, bon, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais un grand progrès d'un point de vue organisationnel et informatique. Mais qu'ont fait les comptables de son entreprise, ils ont fait un pot, et ils l'ont remercié pour avoir supprimé leur travail, et ils se sont dépêchés de tuer le système informatique qui leur supprimait leur travail, bien entendu. Ils n'ont pas changé de travail. Non, mais surtout pas. Donc ils ont continué à faire de la saisie pendant 20 ou 30 ans parce que c'était ce qui leur convenait. Et je pense de la même manière, alors si on parle de la dématérialisation d'un point de vue beaucoup plus large, sans aller chercher d'intelligence artificielle là-dedans, on en est encore à quelques années de voir, même s'il y a des plans gouvernementaux qui tentent à dématérialiser les factures, etc., mais c'est très lent. Avant que vous ayez interfacé tous les ERP, défini tous les standards. Alors, il y a pourtant des domaines sur lesquels on a beaucoup avancé ces dernières années. Oui, c'est énorme. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, l'automation, vous mettez le nom que vous voulez, qu'on ne faisait pas. Non, mais y compris en intelligence artificielle. Parlons d'intelligence artificielle, là où elle est vraiment... Tiens, on va prendre un exemple que vous connaissez forcément. Google Translate. Par exemple, qui est Alors ça, c'est typique d'une prévision où là, je me suis vraiment bien trompé. Parce que j'ai fait beaucoup de traductions quand j'étais plus jeune. Enfin, j'en fais encore beaucoup, d'ailleurs. Et je m'étais dit, s'il y a un truc que les ordinateurs feront pas jamais bien, c'est la traduction. Parce que la traduction, d'ailleurs on le dit en traducteur-interprète. Ce ne sont pas des mots, ce sont des idées dans une façon de penser avec une culture et des références. C'est surtout transposer une langue dans une autre. Et donc, en général, on réécrit tout. Tout à fait. En plusieurs étapes, d'ailleurs, plus ou moins vite, si on a plus ou moins d'habitude. Bon. Au début, les traducteurs automatiques sur Internet, ça faisait rire. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. On traduisait du mot à mot et on était en plein faux sens. Voilà, réessayez aujourd'hui. Réessayez aujourd'hui et vous verrez, c'est assez bluffant. Je les utilise comme premier jet, je traduis derrière. Voilà, alors,
effectivement, vous avez raison, ça fait le premier jet, même parfois mieux qu'un humain. Même parfois mieux qu'un humain. Et alors ça, c'est une bonne expérience de deep learning. C'est-à-dire, il va chercher donc c'est toujours un système expert, essentiellement à base de statistiques, mais qui va aller chercher dans les bases de connaissances de tous les utilisateurs pour améliorer son moteur de traduction. Voilà un bon exemple. Et il y en a des exemples comme ça très très bluffants. Yann, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous rappelle notre thème aujourd'hui, intelligence artificielle, quel impact sur votre employabilité? Mon invité aujourd'hui est Yann Gourvenec, spécialiste de l'agence digitale. Alors Yann, vous nous avez donné un très bel exemple d'intelligence artificielle qui est celui de Google Translate. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de choses qui vont travailler plus le quotidien de nos auditeurs, c'est-à-dire, je pense, l'intelligence artificielle, le digital, les ressources humaines, le recrutement, éventuellement la fin de peut-être certains types de métiers que vous avez peut-être commencé à évoquer tout à l'heure quand vous parliez de la comptabilité chez votre père. Et puis aussi qu'on termine peut-être par de quelle façon les réseaux sociaux, le digital et cette intelligence artificielle vont permettre aux personnes de changer leur marketing d'eux-mêmes. Donc, vous prenez les questions dans l'ordre où vous voulez. Ça fait beaucoup de questions. Je crois que l'intelligence artificielle ou la digitalisation couplée à du big data, je vais mettre les choses peut-être avec des noms... Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Oui, c'est un mot magique d'il y a 10 ans, ça. Ouais. Donc, ça a profondément changé les données du recrutement et la façon dont on markete les ressources humaines aujourd'hui. Alors, je veux bien votre avis sur la question. Et on peut échanger parce que j'en ai un aussi. les ressources humaines, oui, il y a plusieurs choses dans les ressources humaines. D'abord, il y a le recrutement. Ouais, et dans le recrutement, il y a plusieurs choses aussi. Il y a le recrutement, je dirais, entre guillemets, de profils. J'allais dire de clones, c'est pas très joli. Enfin, de profil de masse. De profil de masse. Type, voilà, de profil type. Où là, effectivement, on peut bien facilement imaginer que l'intelligence artificielle et le digital en général permettent de sortir facilement des patterns, je sais pas trop comment dire en français, des schémas, des profils, voilà, des profils types. Et ça, c'est relativement facile à faire aujourd'hui, effectivement, d'aller bâtir des bases qui vont aller faire. Alors, les développeurs, ce qu'on appelle les growth hackers, ils appellent ça du scraping, c'est-à-dire d'aller gratter. On va aller gratter des informations, c'est plus ou moins légal, notamment sur les médias sociaux. Sur des réseaux sociaux, tout le monde sait très bien que Facebook, c'est un profil dangereux quand on est en recrutement, enfin ce type de choses. Facebook, non, ça peut être aussi ça dépend si c'est bien géré, ça peut être aussi quelque chose de très positif en recrutement, surtout bien si sûr. Vous êtes en médias sociaux, ça peut aider. Tout à fait. J'ai des fois des gens qui postulent dans mon agence et qui n'ont pas de profil LinkedIn. C'est dommage. C'est sûr, ils prennent pas de risques, mais ils n'ont pas de job non plus, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Donc effectivement, on peut imaginer sur ces sujets-là. Ça permet de faire du matching de gros tas de population. Qui vont permettre d'aller. Mais c'est pas super intelligent. Non, en fait, après, je dirais, il va falloir sélectionner les gens. Si on regarde le recrutement aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est vous qui êtes l'experte, mais je crois me souvenir de mes cours de Daniel Porot, il me disait 80% du marché, c'est des marchés cachés. Alors, complètement. 80-85%. Voilà, donc c'est qu'il y a une raison, c'est que quelque part, on va se rassurer, et puis surtout, on va beaucoup plus vite, parce que finalement, l'homme, dans certains cas, est pas mal. On va demander une recommandation de quelqu'un. En général, c'est plutôt sur des liens faibles. Et on va les recommander. Cette personne-là est pas mal. Ça permet d'aller plus vite. Et si ça représente tant de pourcentage du recrutement, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que c'est efficace. Alors, je veux bien imaginer que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme là-dessus. Et les réseaux sociaux n'ont pas réussi, franchement, à remplacer le réseau réel de recommandation. Ça fonctionne pas. Les réseaux sociaux sont un outil. C'est un outil. Après, si on les utilise comme un robot, effectivement, à ce moment-là, on va être remplacé par une machine. Mais si vous l'utilisez comme un être humain, c'est un outil fantastique de mise en relation. Moi, j'ai eu une étude à faire avec des marketeurs il n'y a pas très très longtemps pour un de mes clients. Et on a contacté
tout petit peu plus de 350 personnes directement par LinkedIn. On a eu 323 réponses. Waouh. Voilà, taux de réponse imbattable. Voilà, et qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode d'intelligence artificielle? Non, on a utilisé une méthode de bon sens naturel. C'est-à-dire que vous avez écrit des choses qui leur parlaient. Personnellement, à chaque personne, voilà. En étant humain, c'est tout. C'est très simple. Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où l'intelligence artificielle peut, ou d'ailleurs pas artificielle du tout, d'ailleurs, simplement le digital peut jouer un rôle, c'est dans l'automatisation. Et là, c'est certain qu'il y a des métiers qui sont un peu plus à risque que d'autres, et on les connaît depuis longtemps. En ce moment, il y a beaucoup de questions dans le domaine de la distribution. Enfin, je dis ça le jour où il y a un plan qui est annoncé chez Carrefour, mais bon, ça n'a peut-être pas forcément directement à voir avec ça, mais dans la banque, on le sait depuis des années aussi. C'est vrai. Et pas seulement dans le front office que tout le monde voit, mais surtout dans le back office. La banque en a profité pour changer complètement son modèle d'interaction client. Oui. Et les clients sont relativement loin de s'en plaindre. Oui, ben c'est justement là qu'on touche à un sujet, l'avenir. L'avenir, c'est l'humain. Et l'humain a un avenir s'il reste humain. Donc, encore une fois, si les ressources humaines, pour reprendre le vieux jeu de mots pas très joli de mon ancien patron, il disait, comme c'était en Angleterre, il appelait ça « human remains », les restes humains. C'est pas très gentil. Non, c'est pas terrible. C'est pas très gentil, mais il se comportait pas très bien non plus. Il regardait pas beaucoup les potentiels des gens. Il faisait juste du travail mécanique sans trop chercher à apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est dommage. Et s'ils cherchent à apporter plus une valeur ajoutée, mais ils ont un boulot pour tout le temps. Parce que c'est là qu'ils vont apporter de la mise en relation, du networking, pas seulement aller balancer du profil ou de la page... Ou du test en ligne avec un matching à un profil de poste. Alors j'ai vu des articles qui nous expliquent que l'avenir, c'est ce qu'ils appellent realistic job preview, c'est-à-dire, alors j'ai mis un bon bout de temps avant de comprendre ce que c'était. J'adore les gens qui arrivent à prévoir les jobs qu'on aura dans 25 ans, parce que personnellement, j'ai un peu de mal. Non, ça en fait, c'est quand vous avez un entretien, c'est donner une vision, entre guillemets, artificielle de la réalité du terrain dans l'entreprise où vous allez. C'est une expérience, une sorte d'expérience client du job, c'est ça? Oui, là j'ai un petit doute quand même, parce que l'expérience, on l'a en parlant avec des gens... En allant sur le terrain, en voyant l'ambiance, ça se sent, c'est des choses qui se sentent. Oui, ça c'est des signaux faibles et c'est des choses que vous... Oui. C'est 75 à 80% de la communication d'ailleurs. Oui, et puis on l'a aussi en parlant avec ses camarades. Bien sûr. Et là, les médias sociaux jouent un rôle aussi, parce que ça permet d'aller discuter avec d'autres personnes aussi, d'aller prendre des avis. Donc là j'ai un petit peu plus de doutes. Mais bon, pour tout ce qui est... on a parlé tout à l'heure des boulots, au moins tout moins pour la saisie, sur des aspects de comptabilité. Après, les aspects plus les comptables iront dans le conseil, c'est pas nouveau. Bien sûr, ils s'y mettent de plus en plus. Oui, bien sûr. Mais il faudra qu'ils aillent encore plus loin. Et dans le conseil proactif. Les jobs de marketing, j'ai des clients qui sont des marketeurs professionnels, des directeurs de marketing, qui sont spécialisés, qui ont travaillé dans des agences. Oui. Et il est clair qu'aujourd'hui, alors intelligence artificielle, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, c'est un métier que vous connaissez bien. Et c'est un métier qui a été complètement révolutionné, je dirais, ces 10 dernières années. Il ressemble absolument plus à rien à ce qu'on faisait en début de carrière. Oui, alors il y a encore des marketeurs qui résistent, mais quand même, effectivement, il y a beaucoup qui font du marketing digital ou qui en font un peu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas qui en font plus, d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, mais ça viendra. Voilà, bon, je pense pas que je vais être remplacé par un ordinateur, pas encore, parce qu'en fait, l'essentiel de notre métier, c'est de parler à des gens, de les sentir, positionner, de les comprendre. On fait beaucoup de content marketing, donc du contenu. Pourrait. Alors il y a des robots qui écrivent. Mais je sais, il y a plein de robots. Il y a plein de robots qui tweetent, il y a plein de robots qui retweetent, il y a plein de robots qui écrivent, non? Oui, ça c'est sûr. Oui, bon, ça n'a pas une grande valeur. Effectivement, ça là, on atteint presque un autre sujet qui est celui de la fraude. Mais bon, ça c'est de la fraude à la publicité. Selon Forrester, c'est à peu près 30% des tweets, 30% des clics. Oui, bon, je leur laisse la responsabilité
de ce chiffre. Non, ça n'a aucune valeur. Les robots, d'ailleurs, je dirais les comptes qui marchent bien. Je pense que en ce moment même, je suis en train de passer les 20 000 followers sur Twitter et je peux vous dire, j'ai pas de robot. J'ai pas de retweet automatique. Donc c'est le retour de l'artisanat, même sur le digital. Oui, bien sûr. Fait avec amour, fait avec attention et fait avec du focus. C'est de l'artisanat. Et le content marketing, oui, on peut faire écrire des ordinateurs, mais les hommes écrivent beaucoup mieux. Donc vous nous dites que l'intelligence artificielle, ça va être peut-être en fait une façon de travailler différemment, mais en aucun cas un énorme danger. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Il faut simplement savoir raison garder et regarder l'avenir positivement et chercher sa valeur ajoutée. Yann, je vous remercie. Merci Mireille. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain, cette fois-ci pour vous parler de cession d'entreprise. À bientôt.